Bienvenue à toutes et à tous pour cette journée d'études sur l'aliénation parentale. Je suis le docteur Corduan, je suis le médecin psychiatre responsable du réseau Virage et nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette une de nos différentes journées d'études que nous menons depuis 2017, depuis la création du réseau. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas le réseau Virage, je vais juste vous en parler peut-être pendant 1 ou 2 minutes. Virage, c'est un acronyme qui veut dire violence des idées, ressources et accompagnement en Grand Est. C'est un dispositif de prévention, d'accompagnement des situations de radicalisation violente et c'est un dispositif qui est financé intégralement par l'Agence régionale de santé du Grand Est à destination du public général qui vient nous rencontrer, familles, jeunes sous main de justice, mais également à destination des professionnels de l'enfance, professionnels de justice, protection de l'enfance, qui souhaitent être accompagnés dans des situations qui relèvent ou relèveraient d'une question, d'une interrogation autour des radicalisations violentes. Alors, vous trouvez ça peut-être étonnant, le lien qu'il puisse y avoir entre une journée consacrée à l'aliénation parentale et la question des radicalisations violentes. Mais si on vous la propose aujourd'hui, c'est parce que depuis notre création en 2017, nous avons été confrontés avec l'équipe à différents types de situations qui relèvent à la fois d'une suspicion, d'une inquiétude autour des radicalisations idéologiques et de la violence, et de dynamiques parentales qui, au fil de nos accompagnements, relevaient pour certaines du concept d'aliénation parentale qu'on va aborder aujourd'hui avec différents intervenants. Alors c'est vrai que dans les années qui avaient précédé la création du réseau, l'accompagnement des situations de radicalisation violente était marqué par les travaux de 2 thérapeutes assez connus, Dounia Bouzard d'une part et Serge Effez qui travaillait avec elle. Et il mettait en perspective 2 aspects dans ces situations de radicalisation violente. D'une part, une notion d'emprise sectaire par un groupe idéologique. Ça, c'était un concept que Mme Bouzard s'était approprié et développait dans sa clinique et dans ses accompagnements. Dans cette emprise sectaire, elle mettait en évidence 3 aspects. D'une part, la valorisation narcissique, la mise en sens, les promesses de justice que pouvait faire le leader d'opinion. D'autre part, une demande de loyauté inconditionnelle qui était demandée aux membres qui rejoignaient le groupe idéologique, associée à une culpabilisation si cette loyauté n'était pas totale. Et, conséquence, une dépendance affective, voire une désaffiliation et un isolement des personnes qui se retrouvaient dans ces dynamiques idéologiques. Je pense qu'on va voir tout à l'heure, notamment avec Sébastien Dupont, comment cette clinique relevée dans les situations de radicalisation violente peut se retrouver parfois dans certaines situations familiales que l'on nomme du coup aliénation parentale. Le deuxième point qui a été relevé par cette équipe, là je parle des années 2014-2015, c'était les particularités de fonctionnement familiaux qui étaient marqués par un concept développé par Serge Effez, l'emprise familiale intriquée. Alors je ne vais pas le développer davantage, je pense que Sébastien l'évoquera tout à l'heure, mais avec l'idée que finalement la soumission qu'on observe au groupe idéologique s'était déjà jouée précocement à l'échelle du groupe familial, où chaque membre avait pour fonction de contrôler les autres membres du groupe familial et dans lequel aucune subjectivité divergente, aucune différenciation n'était tolérable. Donc ça, c'était des travaux qui existaient préalablement à la création de notre dispositif. Et ce qu'on a pu observer assez rapidement, c'est que dans la grande majorité des situations qu'on accompagnait, il y avait un besoin d'accompagnement des familles. Parce que ce qui était relevé par nos collègues parisiens, c'est quelque chose qu'on repérait également, bien sûr, dans le Grand Est. Et c'est pourquoi, en 2018, on a sollicité Sébastien Dupont pour rejoindre notre équipe
Alors Sébastien, docteur en psychologie, thérapeute familial, créateur et responsable du DU de thérapie familiale à Strasbourg, et également auteur de plusieurs ouvrages sur la famille et de 3, 4 articles, j'arrive plus à les compter maintenant, que tu as pu écrire avec différents collègues du réseau, dont le dernier, coécrit avec notre collègue Alice Dallène, qui n'est pas encore sorti, mais qui va bientôt sortir, je crois, dans le journal des psychologues, l'aliénation parentale, une forme intime de radicalisation. Bientôt, on a une idée, avant la fin de l'année? Ou début de l'année prochaine, d'accord. Alors c'est vrai que Sébastien, depuis 2018, on a accompagné de nombreuses familles et dont certaines étaient marquées par l'adhésion d'un parent. Donc la plupart des situations qu'on accompagnait, c'était le jeune qui était concerné par la radicalisation, par l'adhésion à une idéologie radicale. Mais dans certaines situations, c'était un parent qui était qui adhérait à un corpus idéologique qui répondait en partie aux éléments de l'emprise sectaire dont je vous parlais tout à l'heure, que Luna Bouzard avait développé dans les concepts de radicalisation. Et du coup, peu connu, parfois contesté, je pense qu'on va en parler beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, cette contestation, on le connaît bien, parce que la radicalisation, ça a été également le cas. Nos travaux, les recherches de différentes équipes sur le sujet ont dû essuyer les plâtres de beaucoup de critiques, notamment du champ psychiatrique. Mais finalement, le concept d'aliénation parentale nous est apparu utile à la lumière de l'emprise du parent sur les enfants que nous observions, que nous avions en consultation. Voilà, donc c'est pour ça que nous proposons aujourd'hui cette journée d'études. C'est pour ça que je vais laisser la parole du coup à Sébastien, qui va tout le long de la matinée développer, éclairer la clinique de l'aliénation parentale. Petite pause déjeuner pour ceux qui sont inscrits, qui aura lieu à la Comédie, à côté, à droite là. Et cet après-midi, nous avons la joie d'accueillir Olga Odinez, qui est présidente de l'association parentale et pour le maintien du lien familial, co-directrice de l'ouvrage Séparation conflictuelle et aliénation parentale, et suivi de l'intervention de monsieur Marc Jouston, magistrat, médiateur, co-directeur de l'ouvrage La parole de l'enfant. Suite à quoi, après une petite pause, nous aurons un temps d'échange. Alors, ce temps d'échange, n'attendez pas la fin de journée pour intervenir. On n'est pas très nombreux et je pense qu'on peut se permettre, si vous le souhaitez, de pouvoir lever la main et intervenir s'il y a un élément que vous souhaitez voir développé, éclairci, notamment dans la matinée, puisqu'on on est assez souple au niveau de ton intervention. Voilà, je vous remercie et puis je te laisse la parole, Sébastien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous avons à la fois été enchantés et désolés par le succès de cette journée, enchantés parce qu'elle peut avoir lieu, qu'il y a du monde, et désolés puisque ça indique que beaucoup parmi vous êtes confrontés ou interpellés par des situations d'aliénation parentale. Nous sommes sans doute tous et toutes, que ce soit à titre personnel ou professionnel, de plus en plus amenés à rencontrer directement, indirectement ce type de situation, bien sûr très délétère pour les enfants avant tout, mais aussi pour les parents. Alors Guillaume a rappelé le lien avec Virage, la radicalisation. On va parler de l'aliénation parentale de manière générale et de ses accointances avec les questions de radicalisation. Et on verra combien ce lien avec la radicalisation est intéressant d'un point de vue heuristique, puisque d'une certaine manière, la psychologie de l'aliénation parentale est beaucoup plus proche de la psychologie de l'endoctrinement sectaire que de la psychologie du simple conflit de loyauté, conflit entre parents, etc.
Je vous propose, à titre comme ça d'introduction, de prendre un peu de recul, quelques instants avant de parler d'aliénation parentale proprement dite, et de... Pardon. Ok, ok. Euh, et de prendre en compte quelques points de vue, quelques éléments historiques et culturels. On verra plus tard que l'un des facteurs de risque de l'aliénation parentale, c'est la culture du pays, la culture juridique du pays. Qu'est-ce qu'on peut dire de la culture française, de nos croyances sur la psychologie de l'enfant qui peuvent être malheureusement favorables à l'aliénation parentale? Quelques mots très rapides. Toujours se souvenir que pendant très longtemps en France a été uniquement possible le divorce pour faute. Pendant un siècle, disons. Uniquement possible le divorce pour faute, c'est-à-dire que le divorce ne pouvait pas se produire sans qu'on ait identifié un coupable, un méchant, un mauvais parent. Il y a un lien de continuité avec l'annulation du mariage chrétien. C'est peut-être que le mariage chrétien est le seul parmi le mariage des trois religions monothéistes qui est absolu, indéfectible. Et donc pour l'annuler, il faut identifier un coupable, un péché, etc. Bien sûr, on est sorti du divorce pour faute, années 70, divorce par consentement mutuel, etc. De ce que j'ai compris, mais Marc Juston en parlera beaucoup mieux que moi, le divorce pour faute tend à disparaître, ou en tout cas on essaie de l'éviter tant que possible. Mais d'une certaine manière, là, il y a une sorte de mismatch entre la culture qui perdure, il faut quand même identifier un méchant, et le processus juridique qui ne s'y prête plus, c'est-à-dire que les juges aux affaires familiales ne cherchent plus à savoir qui était le mauvais conjoint, le mauvais époux, la mauvaise épouse pour prononcer le divorce, de telle sorte que beaucoup de magistrats et de professionnels témoignent d'un phénomène qui est le déplacement des griefs conjugaux sur la sphère parentale. Puisque personne ne veut m'écouter sur le fait que mon épouse ou mon époux était une mauvaise épouse, un mauvais époux, eh bien, je vais entrer dans une campagne pour prouver qu'il ou elle est un mauvais parent. Il y a ce déplacement de la sphère conjugale à la sphère parentale. Certains médiateurs, médiatrices, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, savent que dans certaines premières étapes de la médiation, il faut vraiment traiter l'aspect conjugal, au sens la blessure, si possible le pardon, la reconnaissance du préjudice, la reconnaissance de la trahison. Et tant qu'on n'a pas soigné, tant que faire se peut ces plaies, un peu sur le modèle de la justice restaurative, on n'arrive pas à avancer sur la coparentalité. Une autre croyance très forte, encore aujourd'hui, c'est que l'enfant n'a qu'une maison. Un enfant, pour aller bien, doit avoir une et une seule maison. Pour moi qui me suis beaucoup intéressé à l'histoire de la famille, c'est une croyance très récente en fait. C'est la croyance de la famille bourgeoise du XVIIIe, du XIXe siècle, alors qu'auparavant, pendant tout l'Ancien Régime, les enfants pouvaient circuler entre plusieurs maisons. Mais le modèle imposé par la famille bourgeoise, c'est l'enfant a une maison, la famille nucléaire a une maison, la famille nucléaire veut dire quelque chose. Il y a encore quelques rappels, évocations juridiques un peu en preview de ce qu'abordera Marc Juston. Rappelons-nous que avant 1987, pour les parents mariés, après le divorce, il n'y avait pas de partage de l'autorité parentale. Un seul parent conservait l'autorité parentale. 1993 pour les parents non mariés. Donc tout ça, c'est hier. Vous voyez l'idée, les parents se séparent,
mais l'enfant ne gardera qu'une seule maison. Encore aujourd'hui, beaucoup de croyances circulent, y compris, il faut le dire, chez des magistrats sur cette question. Beaucoup d'adultes considèrent que un enfant souffrirait de trop circuler entre deux domiciles. Souvent, les adultes projettent sur l'enfant leur propre psychologie. Moi, je n'aimerais pas changer de maison toutes les semaines. Donc, j'imagine qu'un enfant non plus. Vous connaissez peut-être ces recherches qui ont montré que lorsqu'on compare le niveau de stress, et aujourd'hui on peut le mesurer avec le cortisol, etc. Quand on compare le niveau de stress entre des enfants qui ont de parents séparés qui ont une résidence exclusive chez un parent, des enfants qui ont une résidence principale, et des enfants qui sont en résidence alternée, ceux qui sont de loin les plus stressés, ce sont ceux qui sont en résidence exclusive. Ensuite, ceux qui sont en résidence principale, il y a un week-end sur 2. Et ensuite, les moins stressés, ceux qui sont en résidence alternée. Il y a un phénomène contre-intuitif qui, en fait, quand on se met du point de vue de l'enfant, est très compréhensible. C'est beaucoup plus insécurisant pour un enfant de perdre le lien avec son parent ou de risquer de perdre le lien, ce qu'on appelle l'insécurité émotionnelle, que de déplacer ses livres, ses jouets, son doudou. Oui, l'idée. Autre chose, enfin, de fausses croyances. Je relisais des écrits de Françoise Dolto qui, voulant bien faire, voulant banaliser le divorce, disait le divorce c'est tellement plus apaisé pour l'enfant puisque c'est la fin des conflits. Nous savons tous que malheureusement, le divorce, la séparation, c'est pas toujours la fin des conflits, c'est parfois même l'amplification des conflits. Et vous savez sans doute que de nombreuses études ont démontré que les enfants souffrent beaucoup plus des conflits, que leurs parents soient séparés ou ensemble, que de la séparation elle-même. Autre fausse croyance, le droit de visite et d'hébergement un week-end sur 2, la moitié des vacances. Ça fait, j'ai encore regardé avant de venir, environ 15 ans que la littérature internationale a obtenu un consensus. Ça marche pas. Un week-end sur 2, la moitié des vacances. Ça marche pas que le parent non gardien soit le père ou la mère. C'est mauvais pour le lien parent-enfant, les liens se délitent, etc. Ça ne marche pas, et pourtant on continue. C'est encore aujourd'hui la très grande majorité des jugements, que, bien sûr le plus souvent c'est le père qui a un droit de visite et d'hébergement, et c'est aussi dans une bien moindre mesure des mères, alors qu'on sait que ça ne fonctionne pas. D'autres pays, la résidence alternée, ou, pour ne pas être dans le tout ou rien, toutes ces formes d'asymétrie de résidence alternée. Par exemple, en Belgique, ce qui peut se développer, c'est le modèle 1 tiers, 2 tiers, 5 jours, 9 jours. Ce qui est important, c'est que les deux parents soient impliqués dans la vraie vie de l'enfant, et des jours d'école, etc., etc. Dernière fausse croyance, d'adultisation de l'enfant. Plus on demandera à l'enfant son avis, mieux ça sera pour lui. C'est évidemment, dans bien des cas, accentuer le conflit de loyauté que de toujours demander à l'enfant l'avis à l'enfant. Préfères-tu vivre chez ton père, chez ta mère? Bon, ben on va mettre en place des droits de visite, mais à ton bon vouloir, etc. Enfin, c'est évidemment mettre l'enfant au cœur des conflits de loyauté et l'activer régulièrement. Alors, je vais avancer sur la définition de l'aliénation parentale proprement dite. Alors, j'ai fait en sorte, pour pas alourdir le PowerPoint, de mettre toutes les références. Je vous propose vraiment une sorte de revue de la littérature. J'ai pas indiqué toutes les références. Je vous propose tout de suite 2 références d'ouvrages si ça vous intéressait pour retrouver des références scientifiques. L'ouvrage co-dirigé par Olga Odinets et auquel a participé Marc Juston, qui aujourd'hui en français reste la référence, qui a été réédité 2 fois. Et pour ceux qui lisent en anglais,
cet ouvrage très récent, Parental Alienation, an Evidence-Based Approach, vraiment là une revue de la littérature, bon, bien sûr publié en anglais, un livre édité dans l'une des plus grandes maisons d'édition universitaires anglo-saxonnes. Pour ceux qui douteraient encore que l'aliénation parentale fait l'objet de recherches scientifiques. Alors, quelques éléments de définition. Une définition paradigmatique. L'aliénation parentale désigne un ensemble de mécanismes à la fois psychologiques et relationnels qui amènent un enfant à rejeter un parent de manière injustifiée, et ce sous l'influence de l'autre parent. Il faut les deux aspects. Aliénation, bien sûr, étymologiquement désigne devenir étranger à soi-même, donc perdre son libre arbitre. Donc l'enfant adhère intimement au discours du parent aliénant. On peut rapprocher ce phénomène du lavage de cerveau qu'on observe dans l'endoctrinement sectaire. Donc je m'excuse tout de suite pour les abréviations du PowerPoint. PA, parent aliénant, AP, aliénation parentale, PR, parent rejeté. Oui. Il y aura un résumé qui sera proposé. Alors, ce phénomène s'observe généralement dans les situations de séparation parentale, mais peut également se produire lorsque les parents vivent ensemble. Il y a parfois une préhistoire de l'aliénation parentale avant la séparation. Il concerne plus souvent le père et la mère, mais il peut aussi se produire entre deux parents de même sexe ou entre membres de la famille élargie. C'est qu'un enfant peut rejeter sa grand-mère sous l'influence de sa mère, etc. C'est triste à dire, mais le fait qu'on observe de plus en plus de situations entre parents de même sexe, c'est évidemment tragique pour les personnes, mais ça a un avantage pour le débat public, c'est que ça décentre la question d'une fausse guerre artificielle des sexes. Voilà. L'aliénation parentale peut émerger chez des enfants, mais aussi plus tard à l'adolescence, et même si c'est plus rare, chez de jeunes adultes. Une distinction très importante, celle qui différencie les comportements aliénants du parent et l'aliénation parentale proprement dite. Au sens propre, l'aliénation parentale, c'est l'adhésion de l'enfant au grief du parent aliénant et son implication dans le rejet. Tous les enfants aliénés ont été exposés à des comportements aliénants, mais comme on le verra, seule une minorité des enfants confrontés à des comportements aliénants développent une aliénation parentale proprement dite. C'est très important, surtout pour les professionnels qui font des rapports, etc. Des expertises. Alors, une première grille d'analyse résumée, mais déjà assez efficace, celle proposée par l'américaine Amy Baker. 4 critères de l'aliénation parentale. Premier critère, le lien d'attachement entre l'enfant et le futur parent rejeté a existé par le passé. Il faut qu'il y ait un écart important, il faut qu'il y ait un gap entre la relation actuelle entre l'enfant et le parent rejeté et la relation qui a eu lieu autrefois. Évidemment, si un enfant n'a jamais vécu avec son père, il l'a vu de manière erratique, très irrégulière, etc. Et une fois adolescent, il dit qu'il veut plus le voir. C'est complètement différent d'un enfant qui a eu un lien affectif avec son père ou sa mère. Deuxième critère, absence de maltraitance ou de négligence
du côté du parent rejeté. Alors attention, ça ne veut pas dire pour autant que le parent rejeté doit faire preuve qu'il est un enfant parfait sur tous les, qu'il est un parent parfait sous tous les plans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il a eu une relation normale avec l'enfant, c'est-à-dire il a été un parent quelque part entre suffisamment bon et suffisamment médiocre, comme tous les parents, je veux dire. Attention à cette tendance des professionnels, vu qu'on va chercher chez le parent rejeté des signes qu'il est quand même responsable de ce qui arrive, on va chercher tous les défauts possibles. Troisième critère, le parent préféré a des comportements aliénants. Donc là, je développe pas puisqu'on va voir ça de manière détaillée, actif ou passif. Et quatrième critère, pour parler d'aliénation parentale proprement dite, l'enfant a un rôle actif dans le rejet de l'autre parent. C'est à lui que revient le rôle de rejeter le parent. C'est lui le bras armé du parent aliénant. Alors, je vous propose d'emblée, en tout début de journée, de ne pas éviter le sujet qui fâche. Pourquoi l'aliénation parentale, et notamment la présentation par Richard Gardner, a-t-elle fait polémique? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vous propose de lister ce qui me semble être les principales raisons. La première, Richard Gardner était pédopsychiatre. En tant que psychiatre, c'est bien naturel. Il parle comme un psychiatre, donc il a voulu décrire un syndrome sous le modèle d'une sorte de maladie psychiatrique. Et donc il y a un caractère artificiellement médical dans sa description. Si elle est mal comprise, cette description peut aussi paraître unilatérale. On a un parent machiavélique qui prend l'enfant sous emprise. A entraîne B. On verra que c'est un système beaucoup plus complexe et circulaire que cela. Autre argument, dans ses premiers travaux, notamment dans son ouvrage, Richard Gardner n'a décrit quasi exclusivement que des cas féminins, c'est-à-dire où c'est la mère qui aliène l'enfant. Et donc la question, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de misogyne? Est-ce qu'on réactive pas des vieux stéréotypes? Les femmes sont quand même manipulatrices, etc. En fait, la raison est plus simple. À l'époque de Richard Gardner, qui d'ailleurs pas tout à fait le premier à avoir décrit l'aliénation parentale, dans la très 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 grande majorité des cas, la résidence principale était confiée à la mère. Et on verra plus tard que ce que montrent les recherches, c'est que l'aliénation parentale est corrélée à la résidence principale. Et donc plus on a préservé les liens avec le parent, avec l'autre parent, avec les pères, on a développé la résidence, plus on a eu des cas de pères aliénants. Il peut aussi, même si c'est beaucoup plus rare, exister des cas d'aliénation parentale où le parent aliénant est le parent qui voit le moins l'enfant. C'est plus rare, mais ça existe. Richard Gardner a par ailleurs publié dans différents sujets. Il a écrit sur la sexualité, d'une manière pas toujours politiquement correcte. Ça a pu faire polémique et accentuer la campagne de diffamation contre lui. Une raison extrêmement pertinente d'être prudent avec la notion d'aliénation parentale, c'est bien sûr le risque tragique de faux diagnostics positifs. C'est-à-dire voir une aliénation là où il y a rejet légitime d'un enfant négligé, maltraité, abusé sexuellement, incesté, etc. Donc là, des erreurs d'appréciation gravissimes. Il y a le cas particulier de la question de l'allégation d'abus sexuels sur enfants. C'est parfois, même si c'est minoritaire, une stratégie de parents aliénants d'alléguer que l'enfant est abusé sexuellement par l'autre.
Il est évident que faire une erreur d'appréciation dans ce domaine, c'est gravissime. Euh, Marc Juston parlera cet après-midi de toutes les idées qui circulent dans les milieux juridiques sur l'aliénation parentale. Il y a eu une réactivation de ces polémiques sur l'aliénation avec la Civise dernièrement. On verra pourquoi, mais on a convenu avec Marc Juston que tous ces points seraient développés cet après-midi. Donc je les laisse pour cet après-midi et je demande de laisser vos questions sur ce point juridique pour cet après-midi. Donc voilà, les questions de détournement et de mésusage de la notion. Un parent maltraitant, abuseur peut détourner la notion d'aliénation parentale pour accuser l'autre parent et se cacher sa propre maltraitance. Et d'ailleurs, on voit déjà qu'il y a deux débats différents. Est-ce que ce que des critiques de la notion pointent, c'est le mésusage de la notion ou c'est l'existence même de l'aliénation parentale? Oui, c'est différent. Me semble-t-il, c'est le plus souvent les mésusages. Même si avec la Civise, on est plutôt revenu carrément à l'idée de proscrire la notion. Et enfin, dernier argument, peut-être là le moins pertinent, on pourrait dire, c'est la politisation de ces sujets. Et donc, il y a dans les médias, sur Internet, ces phénomènes un peu de réabsorber tout ça dans des enjeux de guerre des sexes. Donc, alors, puisque des associations de pères ont revendiqué la notion pour faire valoir leur souffrance, alors automatiquement des associations féministes sont contre et donc considèrent que c'est un complot des masculinistes, etc., etc. Nous, à Virage, on accompagne quasi exclusivement des situations où c'est la mère qui est rejetée. L'une des mères que nous accompagnons, elle-même engagée au niveau féministe, nous disait, mais je souffre déjà le martyre, et en plus de ça, je lis sur Internet que ce que je vis n'existe pas au nom du féminisme. C'est terrible. C'est un troisième niveau de souffrance. Quelques éléments de prévalence, même s'il est très dur d'avoir une sorte d'épidémiologie de l'aliénation parentale, il y a quand même quelques données qui m'ont d'ailleurs surpris moi-même. Les données existantes évaluent que entre 10 à 39% des enfants de parents séparés font l'expérience de l'aliénation parentale, attention, à un degré ou à un autre. On verra qu'il existe le niveau léger, temporaire, qu'en effet, quasiment tout enfant parents séparés peut connaître à un moment ou à un autre, puis ensuite la situation se régularise, on sort de la crise de la séparation et les choses rentrent dans l'ordre. Ne pathologisons pas tout. Un pourcentage beaucoup plus important d'enfants, difficiles à déterminer, sont exposés à des comportements aliénants. Quelques éléments de sexe ratio. Ce que j'ai retrouvé, alors ça c'est plus quand on étudie les dossiers aux tribunaux, environ 3 pères rejetés pour une mère rejetée. Ce qui serait relativement cohérent avec la répartition des résidences moyennes après séparation, et pas cohérent avec je ne sais quel aspect du sexe. Le parent aliénant a généralement, mais pas toujours, la résidence principale de l'enfant. Nous avons désormais des données sur les facteurs de risque. C'est intéressant à identifier en termes de prévention primaire. Facteurs de risque de l'aliénation parentale. Quels sont les facteurs avant la séparation, du temps de la vie commune? Bien sûr, une mauvaise coparentalité, une mauvaise coordination entre
entre parents, peu de soutien entre parents, etc. Les phénomènes on appelle le parental gatekeeping, c'est-à-dire lorsque très tôt un parent fait barrière au lien entre l'enfant et l'autre parent, quelle que soit la raison, des raisons irrationnelles, des raisons culturelles, des raisons liées à des troubles psychologiques, une anxiété démesurée, etc. C'est un phénomène qu'on retrouve plus souvent chez les mères, hein, qui ne vont pas avoir confiance dans le fait que le père puisse s'occuper de l'enfant, mais on le retrouve aussi chez des pères et dans les couples homosexuels. Des violences conjugales antérieures à la séparation. Maintenant, les facteurs de risque pendant ou après la séparation. Un facteur de genre qu'il ne faut pas nier, le parent et la mère. Donc là, facteur de risque. Pourquoi? Pas tant du fait de la personne elle-même, de la mère elle-même. Du fait de l'entourage, c'est-à-dire que lorsque le parent aliénant est la mère, les comportements aliénants sont moins spontanément perçus par l'entourage et même par les professionnels comme anormaux. On peut plus facilement considérer comme, bah oui, elle protège, puis il faut dire que beaucoup de pères sont pas très fiables, beaucoup de pères sont violents. Je sais pas, oui, ça peut être beaucoup plus normalisé lorsque la mère, donc ça peut retarder l'identification des processus, etc. Alors qu'on va tout de suite être plus méfiant quand un enfant rejette sa mère. La séparation est non amiable et contentieuse. La répartition des temps de résidence est très déséquilibrée, mais même le droit de visite et d'hébergement, d'un point de vue psychologique, c'est très déséquilibré. En fait, selon les études, lorsqu'un parent a moins d'un tiers du temps de résidence, c'est déséquilibré. Le parent résident se montre contrôlant et rigide dans l'organisation des contacts entre l'enfant et l'autre parent. Hein, il est impossible de changer un week-end, etc. Le parent résident, celui qui a la résidence principale, se remet en couple, facteur de risque. Le parent non résident se remet en couple. On en parlait avec Olga Odinets, on a des situations où le lien entre l'enfant et ses deux parents est relativement satisfaisant, etc. Un parent se remet en couple, ça suscite des mécanismes de jalousie, par exemple chez une mère qui supporte pas que son enfant vive une semaine sur deux avec une autre femme, et les mécanismes se déclenchent, parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après la séparation. Maintenant, des facteurs contextuels. L'entourage du parent aliénant accepte, encourage ou même induit l'aliénation. Il faut considérer les cas où en fait l'aliénation ne vient pas tant du parent que des grands-parents, par exemple, ou du nouveau conjoint qui ne supporte pas, qui a encore des contacts entre son conjoint, sa conjointe et l'ex, et donc va induire l'aliénation. C'est des chaînes d'aliénation. Autre facteur contextuel à risque, le système juridique et social du pays privilégie la résidence unique au principal, ce qui est le cas de la France. Vous savez qu'il existe des associations de pères qui ont le sentiment que des magistrats discriminent les pères qui demandent la résidence principale, ou pardon, qui demandent la résidence alternée, excusez-moi. En fait, quand on regarde finement les études, les analyses des décisions des juges, c'est pas les pères qui sont discriminés, pas du tout, en rien. C'est la résidence alternée qui est discriminée. Qu'elle soit demandée par le père ou par la mère, si l'autre parent n'est pas d'accord. Les professionnels impliqués
les juges, les avocats, les experts, les psychologues, les travailleurs sociaux, les médiateurs, ne sont pas ou peu informés sur les mécanismes de l'aliénation parentale. Et enfin, voilà, facteur contextuel plus large, la culture nationale est défavorable à la coparentalité après séparation. C'est pas le cas dans notre pays, mais vous savez qu'il existe des cultures qui ont des systèmes de filiation unilinéaires, c'est-à-dire qu'après la séparation, l'enfant appartient à une lignée et pas à l'autre, en rien. Il existe aussi, bien sûr, des cultures qui reposent sur une forte ségrégation des rôles de genre. Par exemple, un père ne peut pas s'occuper seul de ses enfants. C'est pas possible. Seules des femmes, seules des mères s'occupent des enfants. Pas de questions à ce stade? Encore une fois, hein, comme Guillaume l'a dit, intervenez à tout moment. Il y a un micro qui peut circuler. Marc Juston, Olga Odinette sont là aussi pour répondre aux questions. Oui, une question? En fait, je voulais. Pardon, excusez-moi. Ah. Bonjour. Je m'appelle Célia Bosch, je suis médiatrice familiale. Voilà. Et donc, alors déjà, je voulais vous remercier d'avoir tout de suite fait les points là sur la polémique, parce que moi, ce terme m'intéresse, enfin m'interroge depuis longtemps. Et quand je m'étais un peu renseignée sur ce terme-là, j'avais pas mal trouvé effectivement toutes ces polémiques-là, et c'est vrai que ça m'avait un peu dérangée, et puis j'étais assez insatisfaite et j'avais du mal à l'utiliser. Donc, je trouve que c'était vraiment important de pouvoir le poser d'emblée. Donc, je vous remercie de l'avoir fait. Voilà, c'était. Merci à vous. Et cet après-midi, vous aurez encore d'autres éléments, notamment avec Marc Juston, sur eh bien quels termes alternatifs peuvent être utilisés dans les procédures par les magistrats, par les avocats, etc. On peut parler de suggestion, d'emprise, d'exclusion parentale, etc. Alors, je sais d'ailleurs il y a des débats, hein, notamment dans le monde anglo-saxon. Faut-il ou pas garder la notion? C'est un peu comme pour hystérie, psychopathie, etc. Parfois on dit bon, faut renoncer, faut changer le terme. À ce stade, de ce que j'ai lu, c'est que les chercheurs choisissent de garder la notion, notamment pour pas faire rupture avec toute la littérature scientifique qui existe déjà. Alors je vous propose j'allais dire, de commencer les choses dans l'ordre, c'est-à-dire par le parent et non pas par l'enfant. Et je vous propose, dans cette première partie, juste à la pause, de parler des comportements et de la psychologie du parent aliénant. Alors, on va commencer de manière descriptive et puis après on rentrera plus profondément dans les mécanismes. Becker et Darnall ont isolé 17 comportements aliénants récurrents. Vous voyez déjà que ça peut être très divers. 17 comportements aliénants récurrents. C'est important parce que ce sont des comportements descriptibles, objectivables, que les travailleurs sociaux parmi vous peuvent décrire dans des rapports. Ça n'est pas une interprétation, c'est la description d'un comportement. Bon, bien sûr, médire sur l'autre parent devant l'enfant, limiter les contacts entre l'enfant et l'autre parent d'une manière ou d'une autre, interférer dans la communication parent-enfant, par exemple être toujours présent quand l'enfant a l'autre parent au téléphone, interférer dans la communication symbolique, par exemple interdire à l'enfant toute photo de l'autre parent au domicile, interdire à l'enfant des activités qui évoquent l'autre parent. Tu faisais du foot avec ton père, tu feras plus de foot. Tout objet qui évoque l'autre parent. Retirer son affection lorsque l'enfant montre de l'intérêt pour l'autre parent. Dire à l'enfant ou suggérer de manière plus ou moins subtile, on verra que les parents aliénants peuvent être très subtils, que l'autre parent est
ou a été dangereux, parfois même très rétroactivement. Ensuite, on a connu une situation, un virage où un père réutilisait les quelques fessées que la mère avait données 8 ans, 10 ans auparavant. Forcer l'enfant à choisir entre ses deux parents. Tu dois choisir ton camp. C'est elle ou moi, c'est lui ou moi. Dire à l'enfant que son autre parent ne l'aime pas. Se confier à l'enfant sur des sujets d'adultes, notamment relatifs à l'autre parent. J'ai une situation horrible où une mère avait décrit en long, en large et en travers à son adolescente la sexualité du père et sa préférence pour la sodomie. Et donc, vous saviez, la fille qui racontait tout ça. Forcer l'enfant à rejeter l'autre parent. Demander à l'enfant d'espionner l'autre parent, de fouiller dans ses affaires, de récupérer des documents, etc. Demander à l'enfant de garder des secrets vis-à-vis de l'autre parent. Donc là, créer une connivence rigide. Parler de l'autre parent à l'enfant en utilisant son prénom. Donc c'est plus ton papa, c'est André. Et ensuite l'enfant lui-même va utiliser le prénom. C'est une manière d'enlever aux parents son statut de parent. Parler d'un nouveau conjoint, de son propre nouveau conjoint, sa nouvelle conjointe, donc d'un beau-parent, comme d'un papa ou d'une maman. J'ai l'impression que Didier, c'est un petit peu ton papa de cœur, tellement mieux que ton papa. Et demander à l'enfant d'en faire de même. Ne pas partager avec l'autre parent des informations importantes concernant l'enfant, l'école, la santé, les démarches administratives, etc. Et où ne pas renseigner son nom, ses coordonnées, donc de l'autre parent dans les formulaires, c'est-à-dire mettre l'autre parent à l'écart de tout ce qui concerne l'administration de l'enfant. Changer le prénom ou le nom de famille de l'enfant dans l'usage ou même à l'état civil. Et disqualifier ou empêcher l'autorité de l'autre parent, c'est-à-dire empêcher l'autorité parentale de l'autre parent d'intervenir dans des décisions, etc. Donc ça me paraît important, les 17 comportements récurrents. Ensuite, quelques éléments statistiques, là c'est juste indicatif, sur qu'est-ce qui est le plus fréquent. Donc là ça va être redondant avec ce qu'on a vu auparavant. Donc là, entre 90% des dossiers, voilà les comportements que l'on retrouve. Donc vous les retrouvez, ne pas transmettre d'informations, comportements irrespectueux de l'enfant envers le parent rejeté sont récompensés par le parent aliénant. Le parent aliénant prend des décisions concernant l'enfant sans consulter le parent rejeté. Le parent aliénant rabaisse l'autre parent. Le parent aliénant empêche des visites de l'autre parent. Le parent aliénant questionne intensément l'enfant après un contact avec le parent rejeté. Très fréquent. Encore quelques autres comportements les plus fréquents. Le parent aliénant partage avec l'enfant des informations concernant la procédure judiciaire. J'ai connu une adolescente et un adolescent qui géraient les papiers, tout ce qui concernait la procédure judiciaire de leur mère. Ils tenaient un classeur, etc. Et quand la mère recevait un procès verbal, recevait un jugement, c'est les adolescents qui l'ouvraient et qui le lui lisaient. Le parent aliénant interfère dans les contacts entre l'enfant et l'autre parent. Le parent aliénant entrave les contacts téléphoniques entre l'enfant et l'autre parent. Le parent aliénant confie l'enfant à d'autres adultes pour des vacances, pour des week-ends, sans consulter l'autre parent. Le parent aliénant implique d'autres adultes dans le rejet de l'autre parent. Son nouveau partenaire, des membres de la famille, des anciens amis du couple,
J'ai connu un père qui avait fait une campagne de dénigrement auprès des collègues de son ex-femme, etc. Maintenant, des quelques comportements plus rares qu'on observe que dans 20% des dossiers. Déménagement et changement de l'adresse de l'enfant sans que l'autre parent soit informé ou consulté. Ça peut être dans un autre pays, mais plus fréquemment dans une autre région, à l'occasion de vacances, etc. Et des tentatives pour changer le nom de l'enfant à l'état civil ou dans l'usage, par l'inscription à l'école, etc. Donc voilà pour les comportements aliénants les plus typiques, les plus fréquents. Encore quelques mots sur d'autres comportements aliénants importants à considérer, sur lesquels il faut être attentif. Celui-là, je le retrouve personnellement assez fréquemment. Le parent aliénant organise des activités attrayantes sur le temps de l'autre parent. Voilà, donc on va tel week-end où tu es censé être chez ton père, on va tous aller dans un parc d'attractions avec tes demi-frères, demi-sœurs. Je fais semblant de demander à l'autre parent s'il est d'accord pour changer le week-end, sachant que moi je change jamais rien, etc. L'autre parent dit ben non, j'avais quelque chose de prévu, on change pas le week-end. Ce qui permet aux parents aliénants de dire j'aurais adoré que tu viennes avec nous par d'attraction, mais tu vois ton père veut pas. Il veut pas, tu vois, que tu aies le plaisir d'aller au parc d'attractions, tu vois. Voilà. Ou alors plus fréquent, l'autre parent doit venir chercher l'enfant à 18h. À 17h55, le parent commence un jeu de société, met un dessin animé, etc. Ce qui va faire en sorte que l'autre parent va déranger l'enfant. Je ne sais pas si c'est très fréquent, Marc Juston nous le dira, mais j'ai rencontré de plus en plus de situations où les juges aux affaires familiales ont la présence d'esprit de préciser dans le jugement, c'est le parent qui a l'enfant chez lui qui doit conduire l'enfant chez l'autre. Faire la démarche d'amener l'enfant, ce qui permet à l'autre parent de ne pas déranger. Le parent aliénant fait rédiger à l'enfant une lettre, soit à l'attention du parent rejeté ou du juge, pour lui dire qu'il veut plus jamais le voir, etc. Ou le parent aliénant fait demander à l'enfant une audience auprès du juge et lui dit bien sûr ce qu'il devra dire. J'ai connu, y compris parmi les magistrats qui ont été les plus impliqués pour l'ouverture des audiences de droit aux enfants, qui exprimait quelques remords en disant mais on a ouvert une boîte de Pandore à l'instrumentalisation des enfants et de ces audiences par des parents. Le parent aliénant parle au nous. Le père nous a trompés avec une autre femme. Le parent aliénant parle de l'autre parent en utilisant un sobriquet, plus ou moins injurieux, ou même ne le nomme pas. Donc là, on est en dessous de nommer la personne par son prénom. Il y a ton papa, il y a André, et il y a l'autre. Madame. Alors, ça s'est bien passé avec Madame? Donc là, relisons Hannah Arendt. Enlever le prénom, le nom, c'est l'un des actes symboliques les plus forts de déshumanisation. Le parent aliénant transforme les souvenirs de l'enfant concernant sa vie passée avec le parent rejeté. Là, on est vraiment soit dans le faux souvenir induit, comme dans les endoctrinements sectaires, soit dans la réinterprétation du passé.
Mais non, mais en fait, t'aimais pas le foot. C'est lui qui t'a forcé à faire du foot. Si, tu pleurais quand tu y allais. Tu t'en souviens plus, mais tu pleurais quand tu y allais. Il t'a imposé, il t'a forcé à faire le foot. Maintenant, tu crois que tu aimes le foot. Mais... Oui. Si, ça peut être un adolescent, bien sûr. Oui, juste parce que vous parlez souvent de l'enfant, mais l'ado ou la personne. Pardon, là je parle de l'enfant au adulte sens où handicapé. moi je suis l'enfant de mes parents, c'est l'enfant, mais ça peut être un adolescent, ça peut être un jeune adulte au niveau d'âge. Ça peut être tout ça. Oui, bien sûr. Je l'avais mentionné en introduction. Alors le parent aliénant peut interdire à l'enfant d'évoquer tout souvenir concernant la vie commune. Donc là, l'enfant est amputé d'une partie de son autobiographie. Il est amputé dans ce qu'on appelle l'identité narrative, dans son identité narrative. Le parent aliénant fait de fausses allégations de négligence, de maltraitance ou d'abus sexuels, soit de manière consciente, soit de manière irrationnelle, voire délirante. J'attire votre attention sur le fait que beaucoup de comportements aliénants sont subtils et non verbaux. Ça peut se jouer dans des mouvements de cils. Ah, tu as rejoué avec ton foot avec ton père. Et ça suffit à transmettre la désapprobation. Et enfin, les comportements de ce que des collègues québécois, Cécile Rousseau et son équipe, appellent l'aliénation sociale. Alors, qu'est-ce que c'est l'aliénation sociale? C'est lorsque le parent aliénant prive l'enfant non pas seulement de relations avec son parent ou la belle famille, etc., mais aussi de sa scolarité. Il y a notamment une corrélation avec le refus scolaire. C'est-à-dire le parent aliénant va aussi valider que l'enfant peut rejeter la scolarité, que l'enfant peut rejeter les activités extrascolaires, peut rejeter la communauté religieuse dans laquelle il était inscrit jusque-là, etc. Donc là, on parle d'aliénation sociale. Et là, vous voyez très bien le lien avec l'endoctrinement sectaire. Ça peut aller très très loin. Hein. Tout récemment, on a un père aliénant qui a empêché son fils de bénéficier d'une opportunité extraordinaire de filière d'excellence scolaire, sportive, dans le cadre de son aliénation. Quelque chose qui me semble très important pour comprendre les mécanismes subtils, c'est que le parent aliénant ne fait pas qu'induire des idées chez l'enfant. C'est pas unidirectionnel. De toute façon, c'est très difficile d'induire des émotions, des sentiments négatifs envers l'autre parent. Ce que font les parents aliénants, qui ont des résultats, si on peut dire, c'est non pas qu'ils induisent, c'est qu'ils font comme les gourous charismatiques. Ils identifient des émotions, des sentiments, et ils les réinterprètent ou ils les transforment. En les amplifiant, les minimisant, en les généralisant. Et ça peut être des sentiments, des ressentis, des pensées, donc qui viennent de l'enfant, et qui peuvent être relativement anodins. Par exemple, le sentiment d'ennui. Alors ça c'est bien, c'était bien chez ton père. Oui, très bien, sauf que après hier on a dû aller chercher un meuble chez machin, ça a pris toute l'après-midi. Ouais, moi je me suis ennuyé dans la voiture. Tu t'es ennuyé? T'es resté comme ça, quoi. Livré à toi-même, quoi. En errance, quoi, en fait. C'est ça, quoi. Et ton père, il te laisse, quoi, là, comme ça. Vous voyez ce que je dis? Voilà. On parle d'un sentiment d'ennui d'enfant ordinaire, enfin, et ça va être
amplifié, dramatisé, de manière à devenir quelque chose de grave et à ce que l'enfant le ressente comme quelque chose de grave. Donc grossir une impression, punir versus récompenser les comportements de l'enfant. Donc si l'enfant dit quelque chose de positif sur l'autre parent, il suffit que le parent aliénant fasse un retrait d'attention. Retrait d'attention pendant 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Voilà. C'est de la punition relationnelle. Tu dis quelque chose de positif, je retire mon attention. Tu dis quelque chose de négatif, je t'encourage. Quelque chose qui, dans l'équipe, nous paraît essentiel, c'est le versant passif des comportements aliénants. C'est ce qu'on pourrait appeler les comportements aliénants en creux. C'est-à-dire, lorsque l'aliénation se manifeste non pas dans ce que le parent aliénant fait, mais dans ce qu'il ne fait pas. Par exemple, le parent n'accompagne pas psychologiquement, affectivement, l'enfant dans les transitions, que ce soit pour le départ ou le retour. Tout parent moyen, quand on vit une séparation, de ne pas accompagner et donc de rendre la séparation brutale, douloureuse, ce qui évidemment va encourager l'enfant à dire s'il y a moyen de vivre que chez ma mère, je préfère éviter cette transition. Ne pas répondre à l'enfant ou l'ignorer quand celui parle de manière positive ou même seulement neutre de l'autre parent ou de quelque chose qui le concerne. Donc vous voyez là, le parent ne fait pas quelque chose. Ce qui peut être un comportement complètement anormal. Il n'y a pas de question de relance. Ah oui, t'as passé toute l'après-midi au foot. Voilà. Ne pas reprendre l'enfant quand celui-ci parle mal ou insulte l'autre parent, le dénigre devant un professionnel, donne son avis sur des aspects intimes de la vie des adultes, etc. Donc ça, pour les professionnels parmi vous, c'est très significatif. Vous êtes avec un parent, vous avez à côté l'enfant ou l'adolescent. L'adolescent dit quelque chose de violent verbalement sur l'autre parent, voire même une injure. Bon, il faut savoir, monsieur Dupont, que ma mère, c'est quand même une sacrée salope. Et puis, vous avez l'autre parent à côté qui est là. C'est-à-dire qu'il n'a pas le comportement attendu. Attends. Là, ça, c'est des problèmes entre ta mère et moi. Oui, elle m'a trompé, mais ça, c'est entre ta mère et moi. Et tu parles pas comme ça de ta mère. Oui, ça serait le comportement attendu. Ne pas informer l'enfant que l'autre parent a essayé de le joindre, tout simplement. Ne pas répondre à ses appels. Olga Odinets recommande souvent ce film allemand qui s'appelle Parce que tu m'appartiens, Weil du mir gehörst. Et de mémoire, ça commence comme ça, l'aliénation. D'abord, ne pas informer l'enfant que l'autre parent a essayé de joindre l'enfant. Ce qui permet d'induire chez l'enfant le sentiment d'être délaissé par l'autre parent. Ne pas transmettre à l'autre parent des informations importantes. Donc je l'ai évoqué avant, mais je souligne tout ce collier de ne pas, de comportement en creux. De fait que
le parent peut donner l'apparence qu'il ne fait qu'observer passivement ou accompagner le rejet par l'enfant de l'autre parent. Voilà, moi je suis pour rien là-dedans. C'est l'enfant qui rejette. Moi je ne fais que transmettre des messages ou conduire l'enfant pour aller rendre les cadeaux à l'autre parent. Mais je veux dire, moi c'est une prestation de service. Je veux dire, alors qu'il n'a rien fait pour intervenir dans une autre direction. Je me souviens comme ça d'une mère aliénante qui disait, bon, mon adolescente donc a écrit une lettre pour dire qu'elle voulait plus jamais voir son père. Bon, c'est elle, elle l'a fait toute seule, sinon c'est son initiative, c'est elle entièrement. Moi, j'y suis pour rien. Bon, je l'ai un petit peu aidé pour la formulation. Puis après, bon, j'ai fourni l'enveloppe, je suis allé la poster. Et puis bon, avant d'aller la poster, je suis quand même allé faire des photocopies couleurs, comme ça, j'en ai envoyé une à mon avocat, mais je jure, j'y suis pour rien. Là, on peut connaître d'autres parents séparés qui vont dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Veux-tu qu'on en parle? Veux-tu qu'on en parle avec l'autre parent? Est-ce que je peux médiatiser? Voilà. Je peux pas juste valider. Là encore, j'attire votre attention sur un point important. Si on est à un niveau où l'aliénation parentale est déjà très installée, donc là, on est passé, comme disent les psychologues de l'endoctrinement sectaire, de la manipulation à l'emprise. C'est-à-dire que le parent n'a plus besoin d'être très actif. Maintenant, l'emprise fonctionne toute seule. Bien le parent ne peut manifester que des comportements en creux, des comportements passifs, et donc paraître à tort comme peu impliqué dans le processus, alors qu'il a été activement, très activement impliqué précédemment. Donc là encore, ça peut induire de fausses évaluations chez les professionnels, les magistrats, etc. Alors, rentrons un peu plus profondément dans la psychologie des parents aliénants. Ce qu'on pourrait dire, c'est un peu une généralité, mais de ma consultation de la littérature, ça paraît assez juste, c'est-à-dire que l'objectif de la diversité des parents aliénants est en général toujours le même, c'est défaire le lien entre l'enfant et l'autre parent, mais en revanche, leurs motivations peuvent être assez diverses. Une motivation possible, c'est être le parent préféré de l'enfant, être irremplaçable aux yeux de l'enfant, par besoin d'amour et de valorisation. Donc là, on pourrait faire le lien avec les phénomènes de parentification, les situations où c'est l'enfant qui comble les besoins du parent et non l'inverse. On pourrait aussi parler dans certains cas d'adultisation, c'est-à-dire que l'enfant devient un conjoint de substitution, en fait, pour le parent, et donc en tant que conjoint, tu es 100% avec moi, on n'est pas un couple libre. Éviter la solitude. Donc là, je commence à pointer quelque chose qui est important, c'est qu'il y a souvent une vraie souffrance, une souffrance authentique chez le parent aliénant. La solitude, l'angoisse d'abandon, la dépression, la souffrance abyssale de la séparation. J'ai besoin d'être soigné, étayé par une présence constante de l'enfant. Il y a la version Comte de Monte Cristo, prendre sa revanche sur l'autre parent, suite à la blessure affective, le sentiment de trahison, la jalousie, les difficultés à faire le deuil de la relation. On verra que c'est important ce sentiment de revanche, parce que chez certains parents aliénants, c'est de la revanche froide qui sera la même 2 mois après la séparation, 1 an après, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans après la séparation. Chez certains parents, le temps ne fait rien à l'affaire. Une dernière motivation possible, poursuivre la relation avec l'ex-partenaire ou le contrôle de l'ex-partenaire
voire la maltraitance psychologique, hein, chez un parent, je sais pas, chez un père qui était maltraitant avant la séparation, qui continue d'une certaine manière la maltraitance conjugale par le biais de l'aliénation parentale, par le biais du conflit. Alors, donc là, on parle des objectifs, des motivations. Alors, une question complexe. Le parent aliénant est-il lucide? Donc là, dans ce qu'il fait, on peut dire qu'il existe tout un nuancier, bien sûr, mais voilà, pour ne pas avoir une vision trop simpliste du parent aliénant qui serait machiavélique, etc. Disons d'emblée que le parent aliénant n'est pas toujours conscient de l'emprise qu'il exerce sur l'enfant. Il n'est pas toujours machiavélique. Ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu comme les gourous, ils y croient vraiment à leur truc. C'est pas c'est le cas de beaucoup de parents aliénants, ils y croient vraiment. Ce qui d'ailleurs fait qu'ils sont convaincants, malheureusement, pour l'enfant et parfois pour l'entourage et les professionnels. Donc le parent peut croire sincèrement que l'enfant est en danger auprès de l'autre parent. C'est pas toujours du cinéma. Le parent peut, là, j'évoque la dimension émotionnelle, parce qu'il y a l'émotion rationnelle, il y a l'émotion émotionnelle. Le parent aliénant peut être débordé par la souffrance de la séparation, par la douleur de ne plus voir son enfant tous les jours, bien sûr, ou par la rancœur, voire la haine qu'il éprouve envers l'autre parent, et projeter son mal-être sur son enfant. Mais faisons un lien avec les parents lambda. On peut reconnaître que dans la majorité des situations de séparation parentale, il y a un moment où les parents peuvent être débordés par leurs émotions, ne plus être dans leur état normal, faire des choses qu'ils ne feraient jamais dans leur état normal et qu'ils n'auraient jamais pensé faire. Simplement, ça se résorbe et ça va pas aussi loin qu'avec des parents aliénants. Mais bien sûr, la souffrance émotionnelle fait perdre sa lucidité, sa capacité à adopter le point de vue de l'enfant et la tendance à projeter sa propre souffrance sur l'enfant, bien sûr. Je vous ai parlé d'un nuancier. Peut-être que dans la plupart des cas, ce qui est très subtil, c'est que la lucidité et l'intentionnalité du parent peuvent être partielles, en fait. Par exemple, le parent ne peut pas être conscient, ne peut ne pas être conscient du caractère irrationnel de ses perceptions, comme l'autre parent complètement mauvais, dangereux, etc. Mais par contre, être conscient de la manière dont il manipule l'enfant. C'est-à-dire, je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis après je vais dire ça à mon ex-belle-sœur, puis après... Ça peut être complètement conscient, alors que la motivation n'est pas consciente. Dans certains cas, selon la personnalité du parent aliénant, la manipulation est irréfléchie et impulsive. Donc là, le parent peut faire des menaces, des accès de colère ou de larmes, des passages à l'acte, des enlèvements, avoir des comportements violents, etc. Pas du tout prémédité. Hein. Alors que dans d'autres cas, on pourrait parler d'aliénation froide. Là, on a une aliénation réfléchie, méthodique, préméditée. Et il y a des déménagements à l'autre bout de la France qui ont été longuement prémédités, plusieurs mois à l'avance, etc., etc. Et il y a d'autres parents qui partent avec un sac et quelques affaires, avec l'enfant sous le bras. Alors, j'ai évoqué à plusieurs reprises la personnalité du parent aliénant. Que disent les recherches ? Alors, on retrouve, il y a certains mécanismes psychologiques et des traits de personnalité qu'on retrouve fréquemment, même si je veux pas faire un portrait robot. Chaque situation est évidemment unique. On retrouve beaucoup le mécanisme de projection. Donc, le parent projette sur l'enfant
ce que le parent pense lui-même et rejette lui-même. À votre avis, là, votre enfant, il a besoin de quoi? Ah ben, je pense qu'il a besoin de ne plus jamais voir l'autre parent. Mais alors que c'est mon besoin. Moi, je demande toujours aux parents, avez-vous gardé des liens avec vos ex antérieurs? Plutôt mourir. Ok. Sauf que là, personne fait la même chose avec quelqu'un qui n'est pas qu'un ex, mais un parent. Enfin. Des difficultés avec les frontières psychologiques, sociales. Donc, personnes qui ont pu, par exemple, avoir une relation fusionnelle avec leur ex-partenaire, puis on passe de la fusion au rejet, relation fusionnelle avec l'enfant. Ce qu'on appelle les biais de divination, vous savez, c'est un trouble de la mentalisation. C'est, je suis certain de savoir ce que pensent les autres. C'est pas que je fais des hypothèses, c'est que je sais ce que pensent les autres. Donc, je mets pas de doute et je leur pose même pas de questions. J'ai pas besoin de leur poser des questions parce que je sais ce qu'ils pensent. On retrouve des situations de décompensation dans le trouble que ce soit dépressif, trouble de la personnalité, trouble psychotique. C'est-à-dire que là, vraiment, le parent n'est pas du tout dans son état normal. Que la décompensation soit liée par exemple, à la séparation, à un autre facteur. Par exemple, on a une situation où des parents étaient séparés depuis longtemps et c'est le confinement qui a fait décompenser l'un des parents qui est devenu aliénant. Il faut le dire, une surreprésentation de passé de traumatisme, de psychotrauma chez les parents aliénants. Et qui donc, à l'occasion d'un grand stress, comme le stress de la séparation, vont réactiver en fait des souvenirs traumatiques qu'ils vont projeter sur leur enfant, etc. Beaucoup de mauvaises attributions. Par exemple, le parent souffre énormément de la séparation, mais l'interprète comme je suis persécuté par l'autre parent. Je sais pas si je me fais comprendre. Plutôt que de me dire, en fait, je souffre, c'est horrible pour moi de le perdre. Non, en fait, ça va, moi, tu sais, c'était quand même quelqu'un d'assez méprisable, donc pour moi, il n'y a aucun problème. Par contre, elle ou il me persécute en cherchant à joindre son enfant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que la souffrance est réinterprétée en tu m'agresses. Reviviscence du traumatisme projeté sur l'enfant. C'est pour ça que parfois, certaines fausses allégations de maltraitance, d'abus sexuels, sont en fait des reviviscences de maltraitance et d'abus sexuels vécus par le parent aliénant, qui sont projetés sur l'enfant. Donc il y a souvent une vraie souffrance à adresser chez le parent aliénant. Les sentiments de haine et des volontés de vengeance, là l'amour se transforme en haine. Quelque chose qui moi je dirais, s'il fallait retenir une idée, c'est quoi l'aliénation parentale? C'est lorsque un parent considère que, quel que soit le motif, il peut être justifié que l'enfant ne voit plus jamais l'autre parent. Finalement, quelque part, c'est ça, l'aliénation. Quel que soit le motif, parce que maman m'obligeait à mettre la table, ou ça justifie que... Est-ce que ça justifie, monsieur, qu'il ne la voit plus jamais? Oui. Voilà, c'est ça, quelque part, le critère d'aliénation parentale. Alors, dans les formes sévères voilà des données de recherche intéressantes. Dans les formes sévères d'aliénation parentale, on rencontre une surreprésentation de parents qui présentent des troubles de la personnalité. Donc, qui ne sont pas névrosés, bien tempérés, qui ne sont pas psychotiques, qui sont quelque part entre deux,
Vous connaissez les troubles de la personnalité avec deux versants souvent retrouvés dans l'aliénation parentale, le versant narcissique et le versant borderline. Quelque part, ça s'explique assez simplement, cette surreprésentation. Pourquoi? Parce que il existe des parents névrosés aliénants, mais dans la névrose, vous finissez par vous fatiguer. Vous finissez par faire votre deuil, vous finissez par ressentir des regrets, des remords, vous passez à autre chose, vous rencontrez quelqu'un d'autre, ça vous fait passer à autre chose, voilà. Dans la psychose, bon, quand vos allégations, c'est que la mère est liée aux Illuminati et un petit peu aux francs-maçons et que bon, finalement vous convainquez pas beaucoup d'assistantes sociales et de magistrats. Par contre, dans les troubles de la personnalité, vous êtes à la fois irrationnel et cohérent. Donc ça permet que le mécanisme perdure. Est-ce que vous connaissez tous relativement bien les troubles de la personnalité narcissique borderline, ou ça vaut le coup de faire un mini topo? Je passe. Alors, sinon je fais, parce que je veux pas que ce soit trop lourd, mais parce que là j'ai des diapos qui rappellent. Alors je vais juste attirer votre attention sur certains signes qui sont les plus importants. Donc si on prend le trouble de la personnalité narcissique, donc on doit retrouver au moins 5 des éléments suivants. J'attire votre attention sur 3 d'entre eux. La conviction de disposer d'un droit particulier. J'ai plus de droits que les autres. On appelle en anglais entitlement, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai un droit particulier, j'ai le droit d'avoir le portable du juge, j'ai le droit, voilà, moi je suis au-dessus. Manque d'empathie, arrogance et fierté. Ce côté supérieur, méprisant. Côté borderline, c'est vrai que le cœur de l'extrême souffrance, il faut le dire, des personnes qui souffrent de troubles de la personnalité borderline, c'est leur extrême sensibilité à l'abandon. Donc leur vie est un effort permanent et désespéré pour éviter l'abandon, réel ou imaginé. Et souvent ils ont des comportements où ils entraînent l'abandon dont ils ont peur. Donc là, on comprend qu'un parent qui souffre énormément de l'abandon va avoir des réactions extrêmes suite à la séparation. Ça c'est très important. On peut parler de clivage émotionnel. C'est des personnes qui alternent dans leur relation aux autres entre idéalisation des autres et dénigrement. C'est pour eux, soit vous êtes extraordinaire, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, etc. Extraordinaire. Soit vous êtes une merde. Mais il n'y a pas de gris dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe malheureusement souvent dans une situation de séparation, de stress ou de conflit? La personne idéalisée devient complètement dénigrée. Vous avez vécu 10 ans avec cette personne, pouvez-vous évoquer un bon souvenir avec cette personne, une qualité de cette personne? Mais aucune. Et donc, d'ailleurs, il y a des notions très à la mode aujourd'hui, comme pervers narcissique, qui ont un succès fou auprès de cette personne, parce que, vous n'avez aucun bon souvenir avec votre... Ben oui, puisque, en fait, il ou elle était pervers narcissique, et donc, il me trompait, etc. Alors, en fait, ça parle plus du mécanisme de la personne. Et la personne agit souvent de manière impulsive. Donc là, on est dans l'aliénation chaude, c'est-à-dire je vais faire des passages à l'acte, etc. Ce sont des personnes qui se mettent facilement, fréquemment en colère et qui ont beaucoup de mal à réguler la colère. On verra que ça compte beaucoup dans la relation avec l'enfant parce que, du coup, bien souvent, leurs enfants ont appris à se suradapter aux parents pour éviter la colère du parent. Donc ça peut être le lit de mécanisme de parentification de l'enfant. Et enfin, la personne, même si on n'est pas du côté de la psychose,
peut développer des pensées paranoïaques ou des symptômes dissociatifs sévères dans des situations de stress important. Et la séparation parentale ou ne plus voir son enfant tous les jours peut être une situation de stress très importante. Oui. Non, il y a quand même une différence importante, même si on peut retrouver des traits narcissiques chez des personnes borderline, mais c'est quand même globalement très différent. Même si on verra que il y a des points communs des troubles de la personnalité. Quels sont ces points communs? Un point qui me paraît très important, l'incapacité au deuil, notamment dans les troubles de la personnalité borderline. C'est-à-dire que, et d'ailleurs ça va avec ce dénigrement, je suis quelqu'un que j'idéalisais, je peux pas supporter de le perdre, donc je dois le mépriser, pour ce qui est une manière d'éluder le travail de deuil. Je sais pas si je peux me faire comprendre. Enfin, le clivage dont j'ai parlé, hein, noir, blanc, tout, rien, etc. Soit on est ensemble et on est un couple fusionnel, soit on se verra plus jamais. Les mécanismes de projection, des difficultés à se remettre en question, projection de sa propre culpabilité sur les autres. Moi, je ressens pas de culpabilité vis-à-vis de ce que je... Même si j'ai de manière impulsive quitté le père de mes enfants pour un autre homme à 300 km en prenant mon enfant sous le bras en plein milieu d'année scolaire, non, moi, je suis bien. Par contre, l'autre parent, quel mauvais père, etc., etc. Projection de la culpabilité. Et enfin, la dysrégulation émotionnelle sur des versants très différents. Donc, chez le côté borderline, c'est plutôt la désorganisation. Et côté narcissique, mais c'est aussi un trouble de la régulation émotionnelle, c'est l'hyper-contrôle. Mais ce qui est aussi un trouble, on tend à le négliger. Hein. Alors, ce que je voudrais dire, c'est important, c'est que le parent aliénant, qui a des troubles de la personnalité, même si tous n'en ont pas, peuvent induire certains de leurs mécanismes et de leur conduite chez l'enfant, par effet de modeling, fait par apprentissage. L'enfant s'identifie aux parents et reprend des traits de personnalité ou des mécanismes. Par exemple, l'arrogance d'un parent qui souffre d'un trouble de la personnalité narcissique, le côté mépris, comme ça, le côté méprisant. Je me souviens d'un enfant aliéné qui avait 10 ans, 11 ans, complètement aliéné par son père très narcissique, travaillant dans le milieu bancaire, etc. Les entretiens étaient hallucinants. J'avais l'impression d'être dans un James Bond. C'est-à-dire que l'enfant se comportait comme ça, 11 ans, hein, se comportait comme ça. Il regardait ailleurs, comme ça, il regardait en plissant les yeux. Et il faisait des silences oratoires. Et de temps en temps, il faisait « Je m'attendais à vos questions. » Vous êtes monsieur Dupont, c'est ça? Psychologue et pas psychiatre, hein, c'est ça. Hein. Vous n'avez pas réussi médecine ou... Quand? Incroyable. Et c'était le clone de son père. Alors, il y avait quelque chose de plus cohérent avec le père, directeur d'agence, etc. Mais c'était le clone. Et évidemment, il se comportait comme ça avec sa mère. Manque d'empathie de l'enfant, hein, par apprentissage avec le parent aliénant envers le parent rejeté. Donc là, vous avez des enfants qui peuvent être très durs, très méprisants, voire violents verbalement avec le parent rejeté. Le parent rejeté fond en larmes, etc. Et il n'y a pas l'enfant n'est en rien déstabilisé à aucun moment par la souffrance du parent rejeté. Donc là, on a une empathie très très amputée. L'impulsivité et les accès de colère incontrôlés.
Et d'ailleurs, on le verra après là, on va faire la pause. Après, on parlera de la psychologie de l'enfant. On verra que l'enfant peut passer au niveau d'aliénation intermédiaire, entre un moment où il est presque normal, à tout d'un coup une crise de colère et de rejet envers le parent rejeté. Il est le temps de la pause. On est encore ensemble après. Est-ce que à ce stade, vous souhaitez poser une question? Oui, merci. Une petite question, Sébastien. Tu parles beaucoup de parents aliénants et parents rejetés, mais est-ce que ça peut être bidirectionnel, c'est-à-dire que l'enfant est exposé à des comportements aliénants par ses deux parents? Première question. Et deuxième question, c'était sur la question de l'identification, parce qu'il y a beaucoup le fait que l'enfant n'a pas subi de violence ou de maltraitance. Et ce que nous on rencontre beaucoup dans la clinique, c'est il y a une allégation de violence conjugale ou de violence sur l'enfant. Moi, je suis psychologue, je sais pas, voilà, si la justice n'est pas encore passée. Est-ce que c'est vraiment le seul critère pour identifier l'aliénation parentale, et comment faire quand il y a l'allégation de violence? Est-ce que du coup ça exclut complètement ce repérage? Alors si tu es d'accord, je pense qu'il faut faire les choses bien. La deuxième question, on la garde pour l'après-midi, parce que ça va être traité tellement en détail. Et sur la première, en gros, ta question, c'est est-ce que les deux parents peuvent être aliénants? De ce que j'ai consulté dans la littérature, parce que ça serait tentant de considérer l'aliénation parentale comme une sorte de super conflit de loyauté où les deux parents peuvent... Mais en fait, quand on parle d'aliénation parentale, en tout cas d'aliénation parentale sévère, ce que montrent les études, c'est plutôt que on a un parent aliénant et l'autre qui ne l'est pas, et pour une raison simple, c'est que il a une personnalité qui s'emboîtait avec celle de l'autre parent du temps du couple. C'est-à-dire que quand vous avez un trouble de la personnalité, borderline, narcissique, ou ne peuvent vous supporter que des personnes capables d'une extrême adaptation. Donc des profils de personnes pas vraiment disposées à l'aliénation. Okay. Et d'ailleurs, malheureusement, on verra ensuite le caractère systémique de tout ça et comment, malheureusement, le parent rejeté peut lui-même participer au mécanisme. Parfois, le parent rejeté participe comment? De nouveau, en se suradaptant. Bon, je vois bien qu'il y a quelque chose d'un peu dingue qui se passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas trop insister. Je vais rester très 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 flexible sur les résidences. Je vais pas. En fait, le parent continue à faire ce qu'il faisait déjà, se suradapter à l'autre du temps de la vie commune. Donc du coup, une double aliénation, de ce que j'ai entendu, c'est quand même vraiment rare. Oui, oui, d'une certaine manière, oui. Oui. Je me permets de rebondir sur la question justement de bi-aliénation, parce que j'avais vraiment exactement la même, parce que une situation en particulier où le parent qui n'a pas la résidence principale accuse l'autre d'aliéner l'enfant, et en même temps ce que les caractéristiques que vous décriviez, finalement après rencontre des deux parents, je pourrais effectivement reconnaître ces caractéristiques chez les deux parents, puisque le parent qui n'a pas la résidence principale dénigre l'autre parent en la présence de l'enfant, etc. Enfin, ces critères-là, je les retrouve. Donc, c'est pour ça que j'avais aussi cette question-là. Et puis, donc là, c'est un cas où il peut y avoir une sorte d'escalade, c'est-à-dire, pour me défendre, je vais moi-même avoir des comportements aliénants. C'est ça, oui, bien sûr. Okay. Ce qui m'interpelle, je ne sais pas, moi je ne vois pas mes enfants depuis 6 ans. Et en fait, je retrouve la personnalité plutôt narcissique.
Mais par rapport à mon caractère, effectivement, on rentre, ce que vous dites, on est dans le système de la personne, mais quoi qu'on fasse après, tout est interprétable. Si je donne 100 euros, pourquoi tu as donné 100 euros? Si tu ne donnes pas 100 euros, pourquoi tu n'as pas donné 100 euros? Si tu fais ça, pourquoi tu as fait ça? Et si tu ne fais pas ça, pourquoi tu ne fais pas ça? Donc finalement, on est dans un système où on ne sait plus quoi faire. Ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Donc on est dans un engrenage où je pense que l'enfant, si on devrait lui demander, la personne qui a été aliénée, donc le parent rejeté, n'est plus rien, parce que quoi que tu fasses, tu n'es plus rien. Donc moi personnellement, je ne sais plus quoi faire ou je dois ne rien faire. Vous voyez, c'est dans le caractère de la personne aliénante. Et en effet, on en parlera beaucoup cet après-midi. Beaucoup de parents rejetés témoignent de ce que vous avez évoqué, l'impression que quoi qu'il ou elle fasse, il aura tort. C'est un jeu où on perd toujours, en fait. C'est un peu des sables mouvants. Et en effet, Olga Odinez parlera beaucoup de l'accompagnement des parents rejetés, qui est en effet très très subtil. Très subtil. Bonjour, moi je me pose une question dans le diagnostic entre guillemets d'aliénation. Donc chez l'enfant, est-ce qu'on peut y mettre une notion de temporalité? Parce que finalement, est-ce que l'aliénation arrive parce que elle est inscrite dans le temps, ou est-ce qu'il y a vraiment pas de lien du tout? Pouvez préciser la question? En fait, quand je vous écoute, j'entends une notion de temporalité du parent aliénant qui, malgré le temps, ne lâche pas, entre guillemets, cette envie de détruire l'autre parent. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Et est-ce que pour qu'il y ait aliénation, il faut que ce soit inscrit dans le temps ou pas? Que ça dure. Voilà, est-ce que ce terme d'aliénation parentale peut être posé à n'importe quel moment, ou est-ce que effectivement il est inscrit parce qu'il dure dans le temps? Ok. Je vous propose qu'on garde ça justement pour après la pause, puisqu'on va parler des différents niveaux, des degrés d'aliénation, pour en effet nuancer. Donc si vous voulez, je garde ça pour après. Petite pause de 10-15 minutes.